J'ai envie de faire comme nos professeurs quand il fallait donner les résultats. Candidats, approchez, l'heure est grave. Pour tous ceux qui sont mariés, il y a de petites choses qu'on ne nous dit pas souvent. Et Maître Vanessa Balleroux, justement avocate, est là pour nous éclairer sur le sujet. Droit de la femme et le mariage, quoi de neuf? Elle va y répondre. Le temps pour nous de lui dire bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, on est pressé. Quoi de neuf dans cette histoire de droit de la femme et le mariage? Alors, déjà, l'idée, c'est de reparler de la loi de 2019 sur le mariage. Vous savez qu'il y a eu une grande réforme du mariage qui est intervenue en 2019. Et maintenant, il y a des petites choses qui ont été... Enfin, il y a des choses qui ont été prévues dedans. On n'y fait pas forcément attention. Donc, j'ai pensé qu'il était bon de les porter à la connaissance, parce que nous sommes dans le mois des droits de la femme. Il était bon de clarifier les choses, mais ça s'adresse aussi aux hommes, puisque par définition, le mariage en Côte d'Ivoire est entre un homme et une femme. Déjà, donc, ça s'adresse à tout le monde. À tout le monde. Et je pense que ça va être utile au plus grand nombre. Déjà, rappelons cette réforme qui a eu lieu en 2019. Il s'agissait de quoi exactement? Alors, c'est une grande loi sur le mariage qui est venue réformer les dispositions antérieures. Par exemple, auparavant, dans la loi sur le mariage, il était formellement interdit de procéder d'apporter une dot avant le mariage. Ou en tout cas, c'était vraiment mentionné dans la loi qu'il était formellement interdit de verser une dot, quelle qu'elle soit, avant le mariage ou dans le cadre du mariage. Maintenant, c'est tout simplement... cette interdiction a disparu de la loi, par exemple. Donc, ce n'est pas que la loi vient autoriser la dot, mais simplement on constate que c'est un fait juridique. Et puis, à la différence du législateur de 64, celui de 2019 a estimé qu'il fallait supprimer cette disposition-là. Parce que... Personne n'en a tenu compte. Mais vraiment, déjà, il faut que je vous le dise. Pour chahuter un petit peu, les gens disaient, bon, ben, même si c'est interdit par la loi, on dote bien les enfants des magistrats. Donc... Voilà, c'est vrai que... On sait qu'on peut le faire. Donc ça a disparu. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est autorisé. Ce n'est pas reconnu par la loi, si vous voulez. La dot n'est pas reconnue par la loi. En revanche, ce n'est plus interdit de le faire comme c'était auparavant. Mais je pense qu'à un moment donné, c'était un peu difficile pour les hommes qui voulaient se marier. La dot, c'est symbolique. C'est un mariage traditionnel. Quand je parle de symbole, c'est qu'on pouvait remettre une pièce, signe de l'engagement qu'on prenait et de dire devant tout le village, devant toute la famille, qu'on allait prendre soin de madame. Mais après, c'est devenu, oui, on veut une voiture, on veut un camion, on veut une maison, on veut des pagnes pour tout le village. Et c'était impossible pour certains de pouvoir doter comme il se devait leur bien-aimé. Donc là, la loi intervient, on nous interdit, même si on n'en a pas tenu compte, on est resté attaché pour la majorité à notre culture. Et là, la loi... a supprimé cette interdiction qui n'était pas du tout respectée. Voilà. Mais après, c'est bon de rappeler que si vous faites le mariage légal, vous êtes reconnu par la loi. Mais s'il n'y a pas de mariage légal, que c'est juste le mariage traditionnel qu'on appelle communément chez nous ici la dot, ben, ça compte pas. C'est une union de fait et ça n'a pas de conséquences juridiques pour les époux. Aucune conséquence. Et juste des conséquences juridiques pour les enfants quand même qui naissent de ce mariage, mais la filiation est dite naturelle. C'est-à-dire que l'enfant est reconnu par ses pères et mères. S'il advient quelque chose, il viendra à la succession de ses pères et mères, mais le conjoint survivant, par exemple, n'aura droit à rien puisqu'il n'est pas légalement, comme on dit, marié. Donc c'est comme si vous êtes célibataire. Bon, pas comme si vous êtes célibataire. Aux yeux de la loi, si vous êtes marié traditionnellement, il n'y a pas de souci. Mais aux yeux de la loi, vous êtes célibataire. Même si c'est pendant 30 ans. Et donc on pourrait pousser la réflexion pour savoir si on ne peut pas créer une union civile, par exemple, à l'image de ce qui se fait en France, qu'on appelle le PACS, qui n'est pas un mariage, mais qui est une reconnaissance de la vie commune avec des conséquences juridiques, par exemple le maintien au domicile après le décès du conjoint, si c'était le conjoint décédé qui était titulaire du bail, et ainsi de suite. Donc il y a une réflexion peut-être à pousser là-dessus, parce que les Ivoiriens restent très, très attachés au mariage traditionnel, mais malheureusement, il n'y a pas de conséquences juridiques. Quelle est la différence entre PACS et puis mariage que les Blancs la font?
Il y a certains qui ont voulu le faire après, ils ont dit mieux vaut signer en même temps les documents pour dire qu'on est mariés. Non, mais ici, on ne parle pas de Pax, mais vous avez des concubinages, parce que ce sont des concubinages, hein, le fait de vivre sans être marié. Qui dure pendant des décennies, et puis quand vient le décès du conjoint, aucune conséquence pour le conjoint survivant. Vous voyez que c'est assez violent, c'est assez difficile, sans compter parfois malheureusement les familles qui viennent s'en prendre au conjoint survivant, souvent la femme. Donc il est important aussi de pousser la réflexion sur ça. Peut-être qu'il y en a qui ne veulent pas entendre parler de la mairie, mais pour autant qui aiment leur conjoint et qui voudraient donner un petit... C'est paradoxal. Bon, c'est paradoxal, comme vous dites, mais c'est chacun son expérience et puis chacun sa conception. Donc, ce serait bien qu'on puisse pousser la réflexion pour voir comment adapter les conséquences désastreuses que peuvent avoir ces unions civiles jamais légalisées. Et puis essayer de résorber un petit peu les choses, parce que vous avez des femmes qui entreprennent avec leur conjoint, et puis quand ils décèdent, elles n'ont droit à rien du tout parce qu'elles n'étaient pas mariées, vous voyez. Donc il faut envisager ça. Très bien. Alors, en dehors donc de la dot qui disparaît un tout petit peu de notre loi, on a quoi d'autre? On a le changement de régime matrimonial. Vous savez que quand on se marie, on choisit entre la communauté de biens, c'est-à-dire que tout ce qu'on va acquérir dans le mariage sera commun aux deux époux. En cas de séparation, on partage à égalité. Ou alors la séparation de biens. Eh bien, maintenant, avant, vous pouviez changer au bout de 2 ans de régime matrimonial. Donc ça reste. On peut, au bout de 2 ans de mariage, vous pouvez aller devant le tribunal pour faire une modification. Okay. Mais auparavant, il fallait que les 2 époux soient d'accord pour faire cette modification-là. Aujourd'hui, un seul des époux peut aller devant le tribunal et puis demander la modification du régime matrimonial. Et puis je m'explique. Pourquoi pas? C'est le juge apprécie. Je m'explique. Vous mariez sous le régime de la communauté, puis vous vous rendez compte que le conjoint, ou la conjointe d'ailleurs, est très dépensier, très dépensière, ne gère pas bien les biens, est tout le temps prêt à revendre pour faire des investissements qui ne sont pas forcément des investissements fructueux, etc. etc. Vous avez envie de préserver un peu vos investissements. Donc, vous estimez qu'il faut aller sur plutôt une séparation de biens si vous étiez commun en biens. Inversement, vous êtes en séparation de biens et puis vous vous dites, bon, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a évolué dans la relation par rapport au moment où on se mariait, où on était en séparation de biens. Peut-être que l'un des deux entreprenait et il voulait protéger son conjoint. Il part en entreprise, désormais il est salarié, il n'a aucune raison de vouloir être séparé en biens. Il voudrait passer en communauté de biens. Donc désormais, un seul des époux peut demander au juge la modification du régime matrimonial. C'est une des avancées de la loi de 2019. Donc, il y a cette possibilité de changer de régime matrimonial. On n'est pas obligé de rester dans le même régime jusqu'à la fin. On peut le demander seul ou avec son conjoint. En fait, allons doucement. Quand on est marié, on forme un. C'est ça. Est-ce que ce n'est pas contribuer à détruire des mariages? Dans la mesure où on doit être un pour faire les choses, mais là, vous accordez avec la loi qu'on le fasse séparément? C'est peut-être qu'on a constaté qu'il y avait certaines choses comme certaines dérives comme dans les exemples que je vous ai donnés. C'est pas parce que vous faites qu'il y a une partie de l'union qui peut aller faire des choses au détriment de l'autre. On trouve des solutions en couple, on trouve des solutions en famille. Mais vous savez aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas très correctes, qui peuvent justement abuser de la situation et puis tromper, escroquer leur partenaire. Mais justement, c'est pour ça que c'est soumis à l'appréciation du juge qui va interroger les deux parties et demander est-ce que vous êtes d'accord pour ça, vous voyez? C'est pas quelque chose qui va se faire au détriment de l'autre, qui va la prendre et ça va lui tomber dessus un matin. On va lui dire, bon tiens, on a changé de régime matrimonial. Non, c'est comme vous l'avez dit, c'est une union matrimoniale. Donc, il faut forcément que l'autre ait voix au chapitre. Simplement, on n'est plus obligé d'aller tous les deux faire la demande. Un seul des deux peut faire la demande. Ça peut être l'occasion, par exemple, s'il n'y a pas de dialogue entre les deux parties, ça peut être l'occasion d'ouvrir ce dialogue-là et de poser les choses et peut-être de les résoudre sans avoir besoin d'aller jusqu'au bout du processus. Mais c'est une faculté qui est désormais offerte par la loi. Vous savez, j'ai un peu peur. C'est comme cette loi qui dit que l'homme et la femme sont chefs de la famille. Quand on s'assoit sur les livres saints, quand on s'appuie sur les livres saints, on se dit non, c'est l'homme qui doit, qui est et qui reste
le chef de la famille. Donc on se demande, est-ce qu'avec toutes ces lois-là, on ne met pas à mal, en fait, cette institution première créée par le Tout-Puissant qui est le mariage? Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec vous, mais là, vous parlez du point de vue de la foi. Et comme je vous le rappelle, la loi, elle est là pour faciliter la vie en société. Chacun peut avoir sa foi, et puis moi, je peux être athée, et puis vous dire, ça, c'est votre conception, c'est pas la mienne. Voyez. Donc, comment est-ce qu'on nous fait cohabiter tous ensemble, avec chacun ses convictions? Vous êtes probablement chrétienne, on aura une autre personne qui sera musulmane, une personne qui sera animiste. Si, chez les musulmans aussi, dis donc, on va dire chrétiens, musulmans d'un bord, et les athées, les animistes peut-être d'un autre point de vue. Vous avez des sociétés, par exemple, en Côte d'Ivoire ici, où les femmes ont une place prépondérante, ont une très très grande place dans la société, dans leur société traditionnelle, où elles ont le droit de s'exprimer sur la place publique, de donner leur avis. Là où les hommes chassent, les femmes pêchent. Là où les hommes défrichent la terre, les femmes sèment et récoltent. Donc, vous voyez que dans ces sociétés-là, ça sera compliqué de dire à une femme, bon, vu tout ce que tu fais dans la société, mais quand même, quand on rentre à la maison, l'homme est le chef de la famille, etc., etc. Donc, pour faire cohabiter tout le monde, c'est la loi qui va finir par nous réunir et nous permettre de vivre en bonne intelligence ensemble. Donc, dans la loi, on vous dit... l'homme et la femme sont chefs de famille pour pouvoir prendre les décisions. De quoi on s'est rendu compte? Quand vous limitez, ce qu'on appelait jusque-là la puissance paternelle, n'était pas encore l'autorité parentale, c'est-à-dire les deux parents qui agissent à égalité, qui interviennent à égalité dans la vie de leurs parents. Jusqu'à une certaine époque, en Côte d'Ivoire, sous d'autres contrées en France par exemple, vous n'aviez pas le droit d'avoir un compte bancaire, il fallait l'autorisation de votre époux pour travailler. Vous voyez que ce sont des avancées qui ont été faites dans le sens des droits des femmes. Donc l'autorité parentale aussi, c'est une avancée de mon point de vue, dans la mesure où vous décidez à égalité avec votre époux de ce qui est bon pour les enfants. Tout ça, c'est fait dans l'intérêt de la famille. Si vous avez une seule personne qui décide de tout, et le jour où cette personne vient à ne plus être disponible, la famille est complètement bloquée, vous ne pouvez rien faire. Imaginez que l'enfant doit aller étudier à l'étranger, le père est en déplacement, personne pour signer l'autorisation de sortie du territoire, vous êtes bloqué. Si vous n'avez pas l'autorité parentale également pour dire, bon, j'autorise mon enfant à sortir du territoire pour aller étudier à l'étranger. Donc ce sont des petites choses comme ça qui sont dans le sens de l'égalité entre hommes et femmes. Donc oui, aux convictions religieuses, on respecte ça, mais dans l'espace public, c'est la loi qui prévaut. Vous savez, en fait, j'ai envie de dire que quand ça vous arrange, là, vous prenez les livres saints. C'est comme le maire qui célèbre un mariage et qui finit par dire « Ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. » Vous voyez? En fait, quand ça vous arrange, vous revenez justement sur les livres saints, mais c'est vrai que la loi est là, justement pour nous aider à vivre en société, quoique à la base, on doit toujours pour nous faire référence au Tout-Puissant dans la mesure où c'est lui qui a établi toutes choses. Et c'est souvent difficile dans certaines familles de pouvoir équilibrer les choses. Parce qu'on se dit, on a la loi, il y a des femmes qui peuvent s'oublier. Ouais, l'homme reste l'homme. Enfin, pour moi. Je sais qu'il y a d'autres femmes qui vont dire, toi, Naomi, la maté bonheur, là. Mais bon, chacun est libre de penser ce qu'il veut. C'est ça. Mais chacun aussi est obligé de se soumettre à la loi quand il y aura justement des difficultés. Alors, changer de régime matrimonial, ça ne va pas nous surprendre. Si notre conjoint fait la demande, on peut justement aussi, avec des preuves, avec des éléments, argumenter pour justifier notre choix, si on est d'accord ou pas. Ça se fait. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de traquenard, il n'y a pas de choses qui se font, il n'y a pas de pièges. Ah, maître, on est en Afrique. Mais en même temps, on ne Je pense à ces mamans qui disent, nous, on n'a pas les moyens, ça là, c'est papier de blanc. Si le monsieur l'avait changé, qu'est-ce que moi je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire? Comme j'ai l'habitude de vous dire sur ce plateau, sur les antennes de la RTI, n'hésitez pas à contacter les avocats dans les tribunaux, même à l'intérieur. Vous savez qu'il y a le mécanisme qu'on appelle le mécanisme de l'assistance judiciaire qui permet la prise en charge des frais de justice. Et quand vous demandez l'assistance judiciaire, vous allez dans n'importe quel tribunal en Côte d'Ivoire, le tribunal le plus proche de votre domicile, vous demandez si vous êtes éligible, c'est-à-dire si vous avez le droit, on examine le dossier, si vous avez droit, on contacte les avocats, on contacte le bâtonnier qui est le chef des avocats, et puis il vous attribue un avocat. Voilà.
Et si on parlait de l'usage du nom du mari par l'épouse? Tout à fait. Alors, il y a eu allez, on va dire que ça a été institué par la loi, figé par la loi plutôt, l'usage du nom de l'époux. Donc, c'est un usage, déjà, ce n'est pas une obligation. Quand on se marie, on n'est pas obligé de prendre le nom de son époux. Alors, c'est une pratique qui est un peu... je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est très... Socialement, ça fait très bien de dire je suis Madame Tant, Madame X épouse Tant, pour marquer la différence avec toutes celles qui sont encore demoiselles, certainement, je ne sais pas. Donc, moi, là, par contre, vous voyez, c'est pas quelque chose qui... Alors, figer ça en disant, voilà comment désormais doit se présenter le nom, ça, dans les documents administratifs, ça se fait. D'accord. Aux yeux de l'administration, des banques, etc., vous apparaissez toujours comme prénom, nom de jeune fille, avec l'abréviation EPSE, épouse, avec le nom de votre époux. Pourquoi ne pas évoluer vers le port du nom de l'épouse ou la dévolution du nom de l'épouse aux enfants? On sait pas. Merci. Ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire, tout à fait. D'accord. Donc,